François Mitterrand aurait dit à Jacques Séguéla à l'époque « est élu président celui qui sait raconter au peuple l'histoire qu'il a envie d'entendre au moment où il a envie de l'entendre ». Le storytelling, c'est une technique qui consiste à utiliser la connexion émotionnelle forte qu'ont les histoires au service de l'entreprise. Ça remonte à déjà 2500 ans, mais ça s'est cristallisé assez récemment dans le domaine de l'entreprise. Et on parle de communication narrative aussi parce que, précisément, le pouvoir de la narration, c'est que l'émotion vous rend plus réceptif. Et ce n'est pas l'émotion contre la raison, comme on le réduit quelquefois, mais c'est l'émotion avant la raison. Mais à un moment, il faut toujours introduire de la raison, et le storytelling sert aussi à ça. Si vous êtes une entreprise de type solaire, vous partagez la connaissance, vous êtes un média, vous êtes une agence de com, c'est une entreprise de type dimanche, qui est le jour du soleil chez les Romains. A l'inverse, vous avez le lundi, qui est plutôt la lune, et la lune n'est éclairée que par la réverbération du soleil, et c'est des entreprises beaucoup plus discrètes, dans un besoin de reconnaissance, ou le B2B par exemple, qui n'a pas de visibilité vis-à-vis du client final. Mercredi, c'est Mercure, et Mercure, c'est le dieu du commerce, donc la proximité, la réassurance, les produits de consommation sont comme ça. Jeudi, c'est Jupiter, et donc forcément là on est sur les entreprises puissantes, parfois un peu arrogantes, premières de leur secteur, mais comme Jupiter, seul en haut de la montagne, on s'ennuie parfois. Vendredi, c'est le jour de Vénus, et là on est dans des histoires de séduction, de jeunesse, de beauté. Et enfin samedi, on a forcément Saturne et donc la libération des sens, la fièvre du samedi soir, la sensualité. Et donc on s'aperçoit que très naturellement, les entreprises appartiennent à l'une de ces typologies qui sont des cadres et pas des carcans. Quand on crée une histoire, on se sert donc de la typologie, c'est le cadre dans lequel vous allez faire, et ensuite on se sert de ce qu'on utilise quand on crée un scénario, c'est-à-dire d'un schéma actentiel. Donc il y a 5 ingrédients dans un schéma actentiel, et puis on en ajoute 2 dans le storytelling d'entreprise. Donc le schéma actentiel, c'est quoi? C'est une quête, évidemment, il y a toujours une quête. Elle est incarnée par un héros, le protagoniste. Sur son chemin, il va rencontrer des antagonistes. Alors, ce sont les concurrents pour l'entreprise. Ça peut être la régulation de Bruxelles, par exemple. Ça peut être un changement de TVA du gouvernement. Tout ça sont des antagonistes. Ça provoque une crise, parce qu'il n'y a pas d'histoire heureuse, disait Tolstoï au début d'Anna Karénine. Toutes les familles heureuses n'ont pas d'histoire. Seules les familles malheureuses en ont une. Donc, vous allez créer une critique, à un moment une crise, et la résolution de cette crise constitue le but du storytelling. À ça, il faut ajouter 2 ingrédients qui sont spécifiques au storytelling d'entreprise. C'est d'une part le recours à la raison, contrairement à l'histoire que vous racontez dans un roman. À un moment, il faut réintroduire de la raison parce que le but du storytelling, c'est de vendre, il ne faut pas l'oublier. Et la dernière chose, c'est la continuation de l'histoire. Il n'y a pas de happy end, forcément, parce que sinon on s'ennuie. Il faut savoir, quand on ferme un chapitre, en ouvrir un autre. Et dans le storytelling, il est important, si votre histoire, vous lui avez donné un but, une quête que vous avez atteint, d'ouvrir le chapitre suivant. Storytelling, il existait avant l'écrit, et son média naturel, c'était le chant oral. Et puis l'écrit lui a donné une vision un petit peu verticale, on s'exprime et on descend, ce qui s'incarnait aussi dans la publicité. Aujourd'hui, on retrouve les origines du storytelling grâce au digital, grâce au 2.0, grâce aux tablettes tactiles. On est devenu à nouveau horizontal, c'est-à-dire qu'en fait, les nouvelles histoires qui se créent sont des histoires qui mettent en scène aussi bien le narrateur, donc c'est l'entreprise, que non pas le spectateur, mais le narrateur, donc le public auquel on s'adresse, qui est traité désormais à égalité. Parce que les consommateurs aujourd'hui veulent être les co-auteurs de l'histoire des entreprises. Le mot storytelling est parfois devenu un gros mot en politique, mais il a toujours été utilisé. Le premier utilisateur du storytelling, vous savez, c'est Ramsès II, qui faisait croire qu'il avait gagné des batailles en laissant des stèles indiquant qu'il avait gagné. Et comme les civilisations qui, en fait, l'avaient vaincu à l'époque ont disparu, on a retenu sa version. Donc, j'allais dire, avec plus de 3000 ans d'histoire derrière lui, il a encore une bonne fortune en politique. Il n'est ni de droite ni de gauche, mais il est plus facilement revendiqué en général à droite, où l'appropriation de termes de marketing en politique est plus facile qu'à gauche, où ça reste très souvent encore quelque chose qu'on évite de dire, mais qu'on pratique. Le cas Steve Jobs est très intéressant parce qu'il pose la question de la confusion à un moment des histoires entre le fondateur de l'entreprise ou son patron charismatique et l'entreprise. Il y a 3 sortes d'empires, vous savez, il y a ceux qui s'écroulent au moment où le fondateur disparaît parce qu'il ne tenait que par sa personnalité.
c'est Alexandre le Grand, c'est par exemple dans l'entreprise Richard Branson et Virgin. Vous avez aussi d'autres empires, à l'inverse, qui peuvent tenir parce qu'ils sont bâtis sur le culte de la personnalité du fondateur, et même après sa disparition, comme ceux qui lui succèdent continuent à pratiquer la même religion, il peut pendant un certain temps faire effet. C'est par exemple ce qui s'est passé avec l'Union soviétique, où elle a mis 40 ans à s'écrouler après Staline. Et puis, par exemple, dans une entreprise, c'est le cas de Disney, qui a décliné après la mort de Walt Disney, mais pendant 20 ans a quand même continué de fonctionner jusqu'à sa reprise par des nouvelles personnes qui l'ont relancé. Et le troisième cas, c'est plutôt Charles Quint. C'est celui qui est arrivé et qui choisit de se retirer avant l'heure. Charles Quint, une fois qu'il a eu conquis une grande partie de l'Occident, s'est retiré dans un monastère, a laissé à son fils le soin de continuer, et l'Empire austro-hongrois a duré 4 siècles, parce qu'il a su dès le début mettre en place un système à la fois fort et souple, fort sur certaines valeurs de l'Empire, et souple parce qu'il fallait forcément évoluer, le protestantisme était arrivé. Et ça, c'est le cas dans l'entreprise, par exemple, avec Microsoft, où Bill Gates a su se retirer de son vivant et voir comment l'entreprise peut lui succéder, ne s'interdisant pas de donner des coups de pouce s'il y a besoin.